toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle matinale de l'eau sur le choix des matériaux. Donc une matinale co-organisée avec mon réseau d'eau.fr et sponsorisée par Plaçon et Lidane et le CERIB, avec la participation de The Shift Project, la régie Est Ensemble et du CSTB. Donc vous aurez deux moyens d'interagir avec les intervenants, soit durant les ateliers. Pour rejoindre un atelier, il vous suffit tout simplement de changer d'espace sur notre plateforme. Donc je vais vous montrer ça dans un instant. Durant ces ateliers, vous pourrez interagir en direct. Vous aurez un module de questions-réponses en bas de votre écran, comme d'habitude, et il vous permettra de poser toutes vos questions ou vos commentaires. Vous pouvez aussi vous diriger sur les espaces de rencontre. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Voici donc le site sur lequel nous sommes. Vous êtes actuellement en salle plénière. Il vous suffit pour rejoindre les ateliers de cliquer sur « Rejoindre » dans l'espace atelier. Vous voyez, les deux ateliers sont affichés ici. Et vous avez des espaces de rencontre pour rencontrer les intervenants ou même vous rencontrer entre vous si vous souhaitez initier des débats suite au sujet du jour. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne matinale à toutes et à tous. Et j'accueille Arnaud Eto. Bonjour Arnaud Eto. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Merci à vous de nous accueillir pour cette 6e matinale de l'eau. Déjà 6, c'est super intéressant de voir que l'aventure continue. Merci à vous tous qui êtes derrière votre écran de venir assister à nos débats sur le choix des matériaux pour les réseaux d'eau et les ouvrages eau et assainissement. Et merci à tous les participants qui nous ont aidés à organiser cette matinale. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Delquerou de The Shift Project. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Arnaud Eto, je suis directeur de publication du site monréseaudeau.fr. Monréseaudeau.fr, c'est un média d'information sur les produits, services et acteurs du monde de l'eau. Laurent Delquerou, vous êtes ingénieur agronome et vous êtes spécialisé pour The Shift Project sur la résilience des territoires. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de nous donner un peu plus de détails sur The Shift Project et votre rôle et vos ambitions. Comme je vous disais tout à l'heure, un rapide retour sur notre questionnaire avant d'aborder le sujet. Puisqu'on sonde pour chaque matinale de l'eau, c'est un peu le process lorsqu'on prépare une matinale de l'eau, c'est qu'on va sonder un peu nos communautés pour comprendre un peu les attentes. Donc, dans notre sondage, il y a 75% d'entre vous qui s'occupent plus particulièrement des réseaux d'eau potable, le reste sur les eaux usées et les eaux pluviales. Le niveau d'attente, quand on parle de choix de matériaux, le premier critère qui est nommé, c'est la durabilité des produits. Donc, et je pense qu'il y a une raison toute simple, c'est qu'on va le voir pendant toute la matinée, c'est que les réseaux sont installés pour un certain nombre d'années. Il faut à minima 50 ans, mais on voit que ça prend beaucoup plus de temps. Donc, il faut choisir des matériaux de qualité et surtout durables. On a posé une question sur l'empreinte des émissions à gaz à effet de serre lorsqu'on choisit ces matériaux pour ces réseaux et ces ouvrages. 62% d'entre vous estiment que c'est un critère important à prendre en compte. Et au niveau des contraintes, quand vous avez des choix à faire, la première des contraintes, c'est le manque d'informations techniques ou de retour d'expérience. Donc, à 32%. Après, vous avez des contraintes budgétaires et la question des usages et des habitudes est aussi prégnante, aussi forte que les contraintes budgétaires. Donc, ayant dit cela au travers de notre communauté, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur l'état de l'art sur les réseaux en France? On a un réseau d'eau potable qui est un peu moins, je pense que les chiffres sont plus aujourd'hui,
à un peu plus d'1 milliard de kilomètres de réseau, une valeur estimée à 200 milliards d'euros. L'assainissement, c'est quasiment 400 000 kilomètres de réseau avec quasiment une valeur équivalente. Ça représente 1,6 fois le recette de budget de l'État. Ce sont des chiffres que l'on avait donnés et expliqués lors de notre précédente matinale de l'eau sur la gestion patrimoniale. Donc, je vous invite à retrouver cette matinale, à revivre cette matinale au travers du lien que vous aurez en téléchargeant ce support de présentation à la fin de la session. En termes d'enjeux à venir, on voit que les réseaux sont plutôt âgés, puisque la moitié d'entre eux ont été posés avant les années 70. Donc, ça pose des questions sur l'impact pour les générations futures, comment renouveler ces réseaux et quelles sont les priorités à donner pour ces renouvellements. Et tout ça dans un contexte de changement climatique. On l'avait vu aussi avec la filière française de l'eau lors de cette matinale sur la gestion patrimoniale, puisque des chiffres ont été donnés sur la quantité d'eau produite dans le monde, donc 400 milliards de mètres cubes, ce qui représente 200 TWh d'électricité. On émet 110 millions de tonnes de CO2, donc l'équivalent de 220 centrales thermiques. C'est des chiffres qui peuvent paraître astronomiques, tout en sachant que la moitié de cette eau produite aujourd'hui est perdue par les fuites. En France, on estime à peu près 20% de fuites dans les réseaux. Donc aujourd'hui, on est le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Je pense que ces chiffres sont impactants. Je pense que vous pouvez les partager entre vous et sur les réseaux sociaux pour montrer un peu l'importance de cet enjeu de la question de l'eau. Ensuite, il faut remettre les réseaux et les ouvrages dans leur contexte. C'est-à-dire qu'un réseau, ce sont des éléments qui sont enterrés, qui véhiculent différents types de fluides, que ce soit de l'eau potable, mais aussi des eaux usées, des eaux chargées ou des eaux brutes. Vous avez différentes matières, différents types de canalisation qui sont utilisés pour véhiculer ces eaux, ces liquides, qui ont été posées à différentes dates, qui ont différentes façons d'être jointes les unes aux autres, qui sont dans des sols qui sont différents, dans des endroits différents. L'environnement externe aux conduites et aux réseaux et aux ouvrages diffère d'un point à un autre. Et ensuite, vous avez une exploitation qui aussi diffère, que vous soyez en montagne où les pressions sont plus importantes qu'en plaine ou au bord de mer. Donc, tout ça font plein d'éléments à prendre en compte, un contexte assez délicat et qui nécessite de prendre beaucoup d'attention quand on choisit un matériau pour ces réseaux et ces ouvrages. Voilà, j'ai voulu faire un peu le point aujourd'hui de la situation générale. Maintenant, je vais me tourner vers Laurent pour un peu avoir le regard du Shift Project sur cette question. Donc, Laurent, merci beaucoup de venir avec nous ce matin, de partager votre regard sur cette question, puisque vous me l'avez dit quand on a préparé cette réunion, le sujet de l'eau n'est pas votre sujet de prédilection. Alors non, exactement. D'abord, merci de votre invitation. Effectivement, quand vous m'avez proposé de venir présenter un peu les travaux du Shift et de réagir à vos propres travaux, j'étais un peu surpris parce que non seulement je ne suis pas un spécialiste de l'eau, mais je le suis encore moins des réseaux d'eau, hein, donc de la dimension assez très technique hein, de votre matinale ce matin. Mais j'ai quand même accepté, je crois, assez facilement. Oui. Pas tant pour vous faire plaisir que parce que effectivement, la question de l'eau, la question de l'accès à l'eau et la question même des réseaux d'eau, qui est, je crois, l'objet de ce matin et l'objet professionnel de la plupart des personnes qui nous regardent, en y réfléchissant très peu, on comprend qu'elle est vraiment au croisement de tous les enjeux de résilience des territoires
et d'adaptation au changement climatique, de transition écologique, qui sont en fait les sujets sur lesquels je travaille. Alors, vous m'avez demandé d'intervenir, donc je vais jouer ce rôle de candide, d'ignorant pendant quelques minutes, tout en vous présentant nos travaux. Alors oui, peut-être un mot sur le Shift Project, Oui, je pense que c'est important. laboratoire. Vous êtes connu médiatiquement, vous prenez de plus en plus d'importance, mais c'est bien de rappeler quel est votre rôle et vos ambitions. Voilà, alors le Shift Project et son président fondateur, Jean-Marc Jancovici, s'intéresse bien avant l'actualité récente là, aux questions de transition énergétique. Le sujet principal du Shift Project, c'est la transition bas carbone, c'est-à-dire cette nécessité, pour des raisons climatiques que voilà, tout le monde connaît aujourd'hui, mais aussi pour des raisons de dépendance énergétique, notamment en énergie fossile, la nécessité de sortir des énergies fossiles et d'imaginer, d'inventer un monde décarboné. Alors, rapidement sur le Shift, oui, donc c'est un think tank, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie production de connaissances à travers des publications, et puis une partie influence, campagne de lobbying, organisation d'événements. Donc, l'association est historiquement composée d'entreprises. Donc, il y a des grandes entreprises ou des moins grandes d'ailleurs qui composent le membership de l'association, même si dans le conseil d'administration, elles sont minoritaires et c'est des personnes physiques qui constituent le conseil d'administration. Il y a une deuxième association. Parfois, vous entendrez parler des bénévoles du Shift. Les bénévoles du Shift sont regroupés dans une association qui s'appelle les Shifters, qui, comme vous le voyez à l'écran, est composée d'énormément de personnes très, très actives, très engagées sur le terrain, sur les territoires ou au niveau national. Et donc, les shifters, non seulement relaient les travaux, les résultats du shift, mais mènent beaucoup d'initiatives en leur nom propre, toujours dans le sens de faire progresser à la fois la compréhension de ces enjeux de transition énergétique, de transition bas carbone, et surtout de mettre en œuvre, d'engager cette transformation. Voilà pour le Shift Project. On est une association d'une petite vingtaine de salariés permanents. Alors, un mot, oui, sur la résilience, qui est la résilience des territoires. La résilience, tout le monde en a entendu parler, hein, c'est un mot valise qui est utilisé parfois à tort et à travers. Nous, on l'utilise en référence à donc la résilience, hein, cette capacité à surmonter les épreuves, surmonter les chocs et les stress. Et nous, il y a deux catégories au moins de chocs et de stress pour lesquels on convoque la résilience. Il y a ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire notre formidable dépendance aux énergies fossiles. Vous avez sous les yeux un graphique qui montre à l'échelle mondiale à quel point plus des 3/4 de l'énergie consommée aujourd'hui provient des énergies fossiles, hein, donc charbon, gaz, pétrole. À quel point l'actualité le montre, nous sommes dépendants aujourd'hui dans notre fonctionnement quotidien, dans nos déplacements, dans nos logements, dans notre économie, et à quel point ce sevrage des énergies fossiles s'annonce compliqué, difficile, donc plein de bouleversements. Et donc, il faut être résilient, et il faudra être résilient pour mener cette transformation. Et puis, la deuxième catégorie, donc ça, c'est sortir des énergies fossiles, ça relève de l'atténuation du réchauffement climatique, hein, et de l'emballement de ces effets. Mais, vous le savez toutes et tous, aujourd'hui, déjà, en France, le réchauffement climatique a des effets. Et quoi qu'on fasse en matière de réduction de gaz à effet de serre, dans les 20 prochaines années, ces phénomènes vont continuer à s'amplifier, à être de plus en plus extrêmes.
Et donc, c'est des sujets que vous connaissez très bien, qui touchent directement votre activité, hein, que ce soit en France principalement, les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses, ou les phénomènes de submersion littorale, etc., etc. Voilà, vous avez sous Ouais, les oui. yeux la carte qui récapitule en métropole, en tout cas. Et c'est encore plus développé et extrême, on va dire, dans les territoires d'outre-mer, à quel point le changement climatique a des conséquences très concrètes sur les territoires français. Donc, c'est le sujet que moi je traite et que d'une manière générale traite le Shift Project. Euh, Parce Juste, Laurent, que, pour le marché de l'eau, pour les gens qui nous écoutent, le changement climatique est un aspect hyper important et très prégnant, puisque la mission est de fournir de l'eau en quantité et en qualité constante. Donc, les effets du changement climatique sont visibles, puisqu'il y a une question de préservation de la ressource. Il y a des questions d'accès à des zones de sources d'eau pour puiser les nappes phréatiques ou les eaux de surface. Donc, c'est des questions qui sont courantes et quotidiennes, j'ai envie de dire, pour des personnes qui tournent autour des réseaux d'eau. oui, je l'imagine bien comme ça. Après, il me semble que, enfin, je suis frappé de à quel point, là, quand vous évoquez tout à l'heure le renouvellement des réseaux, hein, l'ancienneté des réseaux et donc le renouvellement nécessaire dans les années qui viennent d'énormément de réseaux d'eau, je suis frappé, moi, de la, le nombre de questions qui se posent avant de décider de renouveler ces réseaux, hein. Je veux dire qu'aujourd'hui, comment, là je ne dis pas là forcément la présentation, mais comment votre métier, vos métiers font-ils avec justement ces phénomènes de sécheresse, d'inondation, de bouleversements climatiques dont la science nous dit qu'ils vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus extrêmes. Comment vous faites avec le fait que la transition post-carbone, la sortie des énergies fossiles va se traduire par des bouleversements aussi en termes d'aménagement du territoire, de mobilité des personnes qui vont être très, 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 très importants. Comment vous faites pour concilier les besoins d'aujourd'hui immédiats des populations que vous desservez avec les besoins à l'horizon de 30, voire de 60 ans, puisque vous avez évoqué que la durée de vie d'un réseau, c'est 50 ou 60 ans. Voilà, ça c'est des questions moi, que je me pose. Et vous avez parlé de la qualité, là aussi. C'est comment on fait pour assurer la qualité de l'eau, même dans les réseaux, avec des moments de sécheresse et d'étiage ou des pics de consommation ou au contraire des réductions de consommation très fortes en fonction de la saison, compte tenu, encore une fois, des transformations qui vont s'opérer sur les territoires. En tout cas, moi, c'est des questions, je répète que je ne suis pas du tout compétent, mais je trouve assez fascinant l'ampleur des enjeux et des questionnements auxquels votre métier, votre activité doit faire face aujourd'hui au moment de renouveler une grande partie de ces réseaux. Alors peut-être, puisque un mot sur que la diapo est en ligne, sur l'ampleur de cette transformation. Tout le monde a en tête un peu le calendrier climatique, hein, avec les engagements de la France à l'horizon 2050 d'atteindre la neutralité carbone. Je ne reviens pas dessus. Peut-être avez-vous moins en tête le calendrier sur le pétrole.
Avant même la crise ukrainienne, le Shift avait travaillé avec des experts et sur les statistiques et les données en matière de ressources pétrolières pour l'approvisionnement pétrolier en Europe. Et donc, on sait déjà qu'à partir des années 2030, indépendamment de tout conflit, la question des tensions sur l'approvisionnement pétrolier de l'Europe vont apparaître. Donc, on voit bien que le pas de temps pour opérer cette transformation, à la fois cette adaptation au dérèglement climatique pour éviter le pire, et puis cette décarbonation complète de l'économie, eh bien, ce pas de temps de 20-30 ans, il est celui-là. Et c'est important parce qu'en face de ce pas de temps, il y a celui de la transformation elle-même et de l'inertie des réseaux. Donc là, il y a un visuel qui apparaît. Je ne sais pas si vous pouvez l'enlever. Voilà. En face de ce pas de temps, il y a celui de la transformation. Les transformations ne se font pas en un jour. Un parc automobile, une quinzaine d'années, un mix énergétique ou un tissu économique, a fortiori l'urbanisme et vos réseaux d'eau. Vous avez rappelé que c'était de l'ordre de 50 ans au moins. Donc, cette transformation, elle va prendre énormément de temps. Et si on veut qu'elle soit complète d'ici une trentaine d'années, on voit bien qu'il faut absolument l'engager tout de suite, l'engager immédiatement. En tout cas, c'est le message du Shift. Et c'est ce qui justifie toute une série de travaux, dont certains très récents, que vous avez peut-être entendu parler, pour engager cette transformation sur le territoire et notamment sur les territoires français. J'en profite pour signaler là qu'on vient de sortir une publication, un bouquin qui s'appelle « Le plan de transformation de l'économie française » et qui résume un peu nos résultats secteur par secteur pour donner à voir à quoi ressemblerait le logement, l'agriculture, l'industrie, la santé à l'horizon 2050, une fois décarboné. Voilà. On mettra les liens hein, pour vous, pour que vous puissiez aller voir ces travaux. Voilà. Alors, peut-être, oui, rapidement, mais ça, Arnaud, on peut aller assez vite. Dans les travaux du Shift, on parle beaucoup des énergies fossiles, hein, transition post-carbone, mais il n'y a pas que ça, vous le savez, vous êtes des professionnels, il y a aussi la question des matériaux, vous allez en parler aujourd'hui. Nous, la question des matériaux, on l'aborde par rapport à la disponibilité des matériaux, notamment des métaux rares ou des matériaux nécessaires pour réussir la transition. Et puis la question de l'usage des sols, de la biomasse et de l'impact de toute cette transition sur cette ressource essentielle que constitue la biodiversité et les sols. Et donc, c'est à l'interface de ces trois limites physiques que nous travaillons et nous faisons nos scénarios, nos propositions. Voilà. Alors, juste peut-être pour continuer, une des raisons qui m'a d'ailleurs motivé pour venir et pour accepter votre invitation, c'est qu'on entend souvent parler de la technologie et de la technique, et ce n'est pas aux techniciens que vous êtes que je vais dire que ce n'est pas important. Au Shift, on croit à la technique et à la technologie, et donc dans tous nos travaux, on essaie de pousser et de voir jusqu'où ces leviers technologiques vont nous permettre de faire une partie du chemin. Donc, quand on parle de leviers technologiques, on pense à l'électrification, on pense à l'efficacité énergétique, l'amélioration ou à des phénomènes de rupture. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ces leviers technologiques sont totalement nécessaires, mais en aucun cas ne seront suffisants. Et donc, les travaux du Shift Project, qui sont des travaux basés sur extrêmement sourcés, et les ingénieurs qui
calcule la quantité d'énergie, de matériaux, de ressources nécessaires et qui les croisent avec les ressources disponibles sont formelles. Sans une transformation, une réorganisation complète de la société, un changement d'usage de nos pratiques de consommation, donc ce que nous on appelle la sobriété, hein, ce n'est pas un gros mot, la sobriété est totalement nécessaire pour être capable de réussir cette transformation, cette transition énergétique, cette transition écologique indispensable. Et ça me paraît important et j'ai envie d'insister là-dessus auprès de vous parce que justement, aujourd'hui, vous allez parler, je crois, des matériaux, des réseaux, mais on voit bien, vous l'avez rappelé, que vous êtes au cœur de ces enjeux de transformation et de réorganisation collective vers la sobriété. Arnaud, si vous voulez passer la diapo suivante. Passer toutes les… Oui, voilà. toutes les slides. On voit bien que c'est une réorganisation collective, une réorganisation de la production, de la mobilité, de l'aménagement du territoire. Et c'est la raison pour laquelle, là aussi, on peut passer rapidement. Nous avons sorti récemment une publication que vous trouverez alors soit en ligne en format PDF, soit en librairie. Vous pouvez la commander chez votre libraire préféré pour justement mettre en évidence non seulement les enjeux, la compréhension des enjeux, mais aussi illustrer très concrètement avec des sujets qui, pour un néophyte comme moi, pourraient paraître éloignés de votre sujet. Mais on a parlé d'agriculture et d'alimentation. On voit bien que la ressource en eau est totalement liée à ces secteurs économiques-là. Dans nos travaux, on a parlé d'aménagement et d'urbanisme. Évidemment que ça vous concerne. On a parlé de développement économique, d'emploi, de santé, de bien-être. Tous ces sujets-là sont, me semble-t-il, les vôtres. Et on a surtout parlé à quel point les enjeux de résilience, donc cette capacité à surmonter les chocs, les épreuves en préservant les besoins essentiels des populations, eh bien, vous étiez propre à votre sujet. Je répète, vous êtes vraiment au croisement de ça. Comment allez-vous faire? Je répète un peu mes questions. Comment allez-vous faire pour intégrer les certitudes que sont celles de plus en plus de sécheresse, de plus en plus de phénomènes climatiques extrêmes, d'inondations et de tempêtes et de risques sur vos réseaux? Comment allez-vous faire pour intégrer l'évolution des activités économiques de territoires entiers où demain, il n'y aura plus de stations de ski de moyenne montagne et le tourisme balnéaire de masse va profondément se transformer? Comment allez-vous faire pour intégrer les risques de rupture de vos réseaux qui vont être de plus en plus grands dans les années à venir? J'avoue que c'est des questions, moi, qui me fascinent et sur lesquelles, d'ailleurs, si on avait le temps, je serais curieux d'avoir des échanges avec vous. Peut-être certains reconnaîtront sur cette diapositive le donut, qui est une représentation de plus en plus utilisée pour symboliser l'équilibre nécessaire entre les limites planétaires, c'est l'extérieur du disque, et puis les besoins essentiels des populations, et donc la nécessité dorénavant de naviguer entre ces besoins essentiels et ces limites planétaires pour être véritablement durable. Voilà, donc je ne vais pas être trop long, mais les questions que je me pose, c'est que je vous pose en bon candide et ignorant que je suis, c'est êtes-vous suffisamment formé aux conséquences du dérèglement climatique sur les territoires?
la question de la connaissance et de la formation est pour nous très importante au Shift. On croit souvent que l'on maîtrise un sujet parce qu'on en a beaucoup entendu parler, mais les phénomènes en cascade de ces effets du dérèglement climatique sont tels que l'expérience montre qu'on n'est jamais trop formé et informé de ces questions-là. Est-ce que vous êtes impliqué dans les travaux de prospective? Ce qui est fascinant chez vous, c'est que vous travaillez sur le temps long. Donc, comment imaginer les besoins en eau dans 50 ans, dans le contexte actuel? C'est totalement impossible. Donc, il faut j'imagine, mener plusieurs travaux de scénario. Est-ce que vous êtes associé aux travaux de planification territoriale? Aujourd'hui, sur les territoires, on demande aux acteurs, aux collectivités de revoir leur planification. Ça vous concerne au premier chef. Est-ce que vous-même vous associez dans vos travaux, dans vos prévisions, des représentants des autres secteurs? J'imagine que oui, mais est-ce que l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par la question de l'eau réfléchissent avec vous à renouvellement de ces réseaux? Voilà, tenir compte de l'incertitude, j'en ai déjà évoqué. Est-ce que, question là aussi de néophyte, est-ce qu'il est seulement imaginable d'imaginer des réseaux qui soient réversibles, ou en tout cas réparable, agile, qu'on puisse ajuster en fonction de l'évolution des besoins, qu'on sait certaines. Imaginez qu'on va avoir les mêmes besoins dans les 50 prochaines années, ou des besoins comparables est juste impossible compte tenu des bouleversements qui sont annoncés dans les 50 prochaines années. Et puis enfin, évidemment, quand on parle de résilience, où en est-on des scénarios de crise, de rupture? Est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que l'ensemble des acteurs concernés, c'est-à-dire à peu près tout le monde sur les territoires, sont suffisamment préparés à ces scénarios de rupture d'approvisionnement en eau, que ce soit lié à une rupture de votre réseau d'eau et d'assainissement proprement dit, ou que ce soit un effet cascade d'une autre rupture. Je pense par exemple à une rupture de l'approvisionnement énergétique, par exemple, qui pourrait d'ailleurs être liée à des phénomènes climatiques comme l'expérience l'a déjà montré. Voilà, donc moi ce qui m'intéressait pour terminer ma petite intervention, c'était d'insister. Alors, vous êtes partout sur les territoires en contact avec la population, avec d'autres professionnels, parfois avec des élus. Ils vous voient peut-être comme des experts techniques. Encore une fois, la technique, la technologie, elle est essentielle. Vous allez en parler encore toute la matinée. Mais ce qui me paraît important, c'est que vous qui incarnez la technicité et l'expertise technique dans votre domaine, vous soyez aussi porteur de cette vision, de cette compréhension que la technique ne suffira pas et que la transition énergétique, la transition écologique dont on parle beaucoup, c'est une transformation profonde des usages, de l'organisation des territoires, des comportements individuels, des comportements collectifs. Et c'est cette perception-là, cette vision-là de ce que nous, on appelle la sobriété, qui me paraît important que vous portiez. Et si vous, encore une fois, qui êtes les représentants de la technique et des réponses techniques, vous portez aussi, à côté des réponses techniques, un message comme ça de transformation et de sobriété, je pense que ça peut avoir un écho intéressant. En tout cas, c'est la suggestion que je vous fais. Merci Laurent, merci beaucoup pour avoir ce regard neuf sur les enjeux de l'eau. Je peux d'ores et déjà vous rassurer et vous donner quelques exemples que l'industrie s'organise. Moi, vous m'avez fait sourire quand vous avez parlé de réseau agile. Je pense que la meilleure réponse qu'on peut vous montrer
c'est que les réseaux aujourd'hui, il y a un maillage des réseaux qui permet d'augmenter ou de diminuer l'approvisionnement, la fourniture en eau ou la distribution de celle-ci. Donc, il y a des réponses, concrètes qui pourraient vous être données. Moi, je vous invite à participer à des événements comme le Carrefour de l'eau qui se trouve au mois de juin. Là, vous aurez 2 jours concentrés sur toutes les questions des enjeux de l'eau. Ça se passe à Rennes, c'est organisé par l'équipe de Christophe. Vous allez avoir, vous qui semblez être fasciné par le sujet, plein de réponses à vos questions. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de réfléchir avec nous, de poser vos questions. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver, de reposer d'autres questions et apporter peut-être des réponses. En attendant, un petit rappel de ce qui va se passer ce matin. Donc, on va avoir un premier atelier débat au niveau sur la question plutôt eau potable, donc avec le choix du polyéthylène pour les réseaux AEP. Et en deuxième partie, à 11 h, un parcours plutôt assainissement avec le choix du béton préfabriqué pour les réseaux durables. Et enfin, en plénière de clôture, à midi, on aura l'occasion d'accueillir le CSTB et la régie Est ensemble pour un peu clore et débattre sur les questions fondamentales que l'on doit se poser pour le choix des matériaux. Voilà, il est 9 h 50. On a rattrapé un petit peu notre retard. On va faire une petite pause. Et puis, on se retrouve tout à l'heure à 10 h. Laurent, bonne fin de journée. Merci encore de votre temps précieux, de vos questions. Et je vous rappelle, hein, la présentation sera en téléchargement. Je vais la mettre en téléchargement sur monréseaudeau.fr. Et puis, on vous mettra les liens des différentes publications que Laurent a évoquées dans ses propos. Merci à vous, merci à toutes et à tous et bon travail ce matin. Merci. À bientôt.